Bonjour à tous, merci d'être là. On se posait la question si on aurait beaucoup de monde sur cette conf. On est quand même sur le Brestcamp avec des conférences plutôt techniques. Et puis on va vous présenter une conférence sur le management. Donc on pensait avoir 10 personnes dans la salle. Et non, c'est bien, on est content. On va commencer cette conf. Je vais vous faire travailler un petit peu en levant la main. Je vais vous lire cette phrase. Désormais, la réussite est caractérisée par le fait d'aimer ce qu'on fait au quotidien, être responsabilisé et avoir la confiance avec les gens avec lesquels on travaille. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes d'accord avec cette phrase? Est-ce que ça vous parle? C'est généralement globalement à peu près tout le monde. À peu près tout le monde. Et autre question, est-ce que avec votre management actuel, vous vous sentez dans cette position-là dans votre travail? Il y a quand même pas mal de mains. Ouais, c'est pas mal. On va dire que vous êtes dans des bonnes boîtes, tout va bien? Parfait, tous ceux qui levaient la main, vous pouvez sortir de cette salle, on n'a rien à vous apprendre. Donc bonjour, moi je suis Marie Gigon, je suis lead manager à Zenica et mon métier principal c'est product owner et à côté de ça je suis du coup lead manager. Et moi c'est Nicolas Leport, je suis manager aussi à Zenica et leader technique à l'agence de Rennes. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va vous parler de management. Il faut savoir que la fonction managériale, elle est plutôt mal aimée pour sa dimension de chef de manière générale, et surtout en France, et elle est régulièrement critiquée. Ça c'est très vrai. On va commencer un petit aperçu de ce que c'est le management en France, et pas que forcément dans les ESN de manière générale, et après on rentrera petit à petit dans le détail. En France, on est en retard, non pas que sur l'organisation managériale, mais on est aussi en retard sur l'organisation du travail de manière générale. On a beaucoup d'écoles qui forment au management technique. Ça commence à arriver aussi, il y a de plus en plus de gestion humaine dans les écoles de management, mais c'est encore assez récent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le management c'était très orienté sur comment on gère les cas, comment on gère les choses, mais très peu sur comment on écoute quelqu'un finalement. Donc c'est ça qui va poser problème, et ça rejoint un petit peu la diapo qu'on avait tout à l'heure. Nous, c'est le point de départ de notre démarche à Zenica, et ce qui nous amène aujourd'hui devant vous à vous parler de ces sujets-là. Globalement, en France, le management, il est très top-down. Donc quand je dis en France, je vais parler de manière générale, comme j'ai dit, dans un système très hiérarchique et très pyramidal. Donc on a beaucoup de hiérarchies, on a des managers, des managers, des managers, des managers, des managers, des managers, etc., etc. Ça peut monter très haut dans certaines entreprises. On a surtout une grosse légitimité du diplôme. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de grandes études qui forment à être manager. On commence notre premier taf, on est manager. C'est bien et pas bien, on en reverra tout à l'heure. Il y a des grandes études qui font ça. On n'a pas forcément la légitimité du terrain, en tout cas pas partout. Le management, il est souvent infantilisant pour les managers, à cause ou grâce à cette notion de chef, justement, qu'on avait dans le système hiérarchique et pyramidal, qui veut dire que ça peut amener à plein de dérives. On n'a aussi pas beaucoup la culture du feedback de manière générale. On donne peu, voire pas de feedback, que ce soit des feedbacks positifs et ou négatifs, bien sûr. Et ça, c'est problématique pour l'évolution de chacun. Et on est très procédurier, très formel, on aime bien ça, on aime bien l'administration, on aime bien quand il y a des papiers, quand il y a des mails avec des belles formules, etc. Et ça, ça peut avoir des problématiques derrière. Globalement, qu'est-ce que ça implique? Quand il n'y a pas forcément de délégation, on a moins de prise d'initiative. Les gens ne se sentent pas forcément à l'aise, ne se sentent pas forcément en confiance, en sécurité psychologique pour pouvoir prendre des décisions et prendre des initiatives dans leur entreprise. Pas de reconnaissance au quotidien, forcément, ça va avec. Si on n'a pas de reconnaissance, on va encore moins envie d'avoir faire des choses. Et la peur de l'échec et ou l'absence du droit à l'erreur. Forcément, si on n'a pas de feedback, que ce soit positif ou négatif pour s'améliorer, on n'a pas envie d'échouer parce qu'on n'a pas envie de décevoir, entre guillemets, cette notion de chef dans le système pyramidal. Et ça peut avoir des gros impacts. Donc si on résume un peu tout ça, un management très top-down et un système très pyramidal, on va avoir moins de délégations possibles, peu de feedback aussi avec ça, forcément pas d'initiative, et ça peut être problématique pour les entreprises. Quelques chiffres pour situer un peu le terrain. Des études IFOP en 2022-2021, BVA 2021, CEJOS 2023, etc. Il y a pas mal de chiffres que j'ai croisés. Alors des fois c'était à un pourcentage près, mais j'ai un petit peu fait des arrondis. Globalement, un manager sur deux n'est jamais formé au management en France. Et ça c'est assez alarmant. C'est-à-dire qu'il y a 50% des gens qui sont managers mais qui ne savent pas vraiment comment ça se fait, qui n'ont pas de formation adéquate. Alors peut-être qu'ils sont très bons parce qu'ils ont appris sur le terrain, mais il n'y a pas de formation.
67% des managers se sentent épuisés ou se déclarent épuisés, se déclarent en surcharge. Donc, il y a beaucoup de managers qui partent en burn-out aussi, parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup de soft skills, c'est beaucoup aussi de relationnel, donc ça peut avoir un impact aussi sur soi. 68% des salariés reçoivent peu, voire pas de feedback, donc comme je dis tout à l'heure. 55%, donc un salarié sur deux, estiment que leur manager délègue peu, voire pas. 78% des jeunes salariés, et quand je dis jeunes salariés, ça va être les générations qui sortent des grandes écoles aujourd'hui ou qui sont sorties il y a 2-3 ans, donc des nouveaux profils, entre guillemets, des juniors sur le monde du travail. 78% de ces salariés attendent justement de la reconnaissance et du soutien de la part du management, pas forcément que de leur manager, mais du management en termes généraux. Et 85% des managers, des salariés, veulent un management basé sur la confiance avant tout. Ça, c'est le plus gros chiffre. Et pourtant, on verra que ce n'est pas forcément celui qui est le plus courant dans nos organisations. Donc, tout ça, effectivement, ça a des risques importants sur les organisations. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de difficultés à recruter les personnes, de manière générale, mais surtout aussi des managers. Beaucoup d'entreprises ont du mal à recruter des managers. On a aussi alors j'ai pas les pourcentages, mais en termes d'arrêt maladie, on parle beaucoup de burn-out, etc. Tout ça, c'est souvent lié à des managements toxiques, mais pas que, mais c'est souvent à une absence de management, des managers qui sont pas ou très peu disponibles. Et du coup, quand on dit pas de feedback, pas de vision, rien du tout. Donc effectivement, avec des personnes qui vont partir en burn-out. La première raison de départ dans les entreprises, c'est un mauvais management, mauvais N+1. Et on retrouve ce qu'on vient un petit peu de dire, un immobilisme dans la prise de décision, pas de feedback, on ne sait pas trop où aller, pas de délégation, on ne bouge pas. L'immobilisme, il est global, c'est-à-dire que si vous avez de manière individuelle chaque personne qui ne se sent pas en confiance ou en sécurité psychologique de prendre des initiatives, en fait vous immobilisez des services entiers. Et à un moment donné ou un autre dans votre organisation, vous immobilisez votre organisation en fait. Vous avez une organisation qui se tourne, qui marche, mais il ne se passe pas grand-chose. Il y a peu d'initiatives, et donc forcément, un jour ou l'autre, ça aura un impact pour votre organisation, pour votre business, pour votre rentabilité, etc. Tout à fait. Donc, ce qui est primordial, effectivement, c'est d'avoir un management basé sur la confiance, la responsabilisation. Donc, pour la nouvelle génération de salariés, mais pas que, pour nous-mêmes aussi, avoir un N+1 qui nous fait confiance, qui nous donne du feedback. Quand je dis feedback, c'est positif, c'est négatif, enfin négatif, des feedbacks d'amélioration. Je sais où je vais, je sais que ce que je fais a de l'impact, je le fais bien, ou alors j'ai des choses à améliorer, mais je sais où je vais. Et ça, on en a vraiment besoin, et dans beaucoup d'entreprises, c'est pas vraiment le cas. On va parler un petit peu du coup de notre démarche à Zenica. Alors tout le résumé qu'on vient de vous faire, c'est global. On n'avait pas forcément tous les problèmes qui sont remontés là à Zenica, je vous rassure. Donc pour ceux qui ne connaissent pas notre société, on est une ESN, donc une entreprise du service numérique, avec un système, aujourd'hui en France, on est à un peu plus de 500, entre 500 et 600 personnes, réparties sur une petite dizaine d'agences. Donc on est généralement entre 50 et 60 collaborateurs par agence. Nous, on est de l'agence de Rennes. On a un système qui est de base assez horizontal. Moi, entre guillemets, mon chef, c'est la directrice d'agence. Et encore, je la considère plus comme une collègue que comme mon chef. Et puis après, j'ai le DG au-dessus d'elle, et ça s'arrête là. Donc on n'a pas de système avec X couches aussi. Donc la démarche qu'on va vous présenter, c'est ce qui a été mis en place du coup d'il y a 1 an et demi. On a commencé en janvier 2024 à l'agence de Rennes. Donc, globalement, on est l'agence qui a un peu démarré cette mise en place du management libéré, si on peut l'appeler comme ça. Et du coup, effectivement, à l'origine, on avait un management qui était induit systématiquement par le poste. Donc, les managers, c'était soit les directeurs d'agence, soit les commerciaux, soit les directeurs techniques. Il n'y avait pas de développeurs qui étaient managers. Après, voilà, on a des directeurs techniques qui sont aussi développeurs, bien évidemment, mais globalement, voilà, la responsabilisation, le management, c'était le côté direction. Donc, on avait des problématiques liées à ça. Effectivement, quand vous voyez qu'il y a trois postes de management dans une société, une agence, pardon, je ne trouve plus mes mots, dont il y a 60 personnes, vous imaginez que ça fait quand même pas loin de 20 personnes à manager par personne, ce qui fait beaucoup trop.
sachant que ces personnes, elles ont leur travail. Les commerciaux, ils travaillent, les directeurs d'agence aussi, les directeurs techniques, etc. Donc gérer sa mission, plus gérer un pool assez important de personnes, c'est quand même compliqué. Pas toujours les bonnes compétences ou appétences pour manager, ça ne veut pas dire que nos managers qu'on avait avant étaient mauvais. Moi, personnellement, j'ai eu un très très bon manager, mais effectivement, c'est... Qui est dans cette salle, en plus. Je ne vais pas le dire, ça. Mais globalement, effectivement, on a des personnes qui arrivent, par exemple, à Zenita en tant que commercial, et puis, pof, ils deviennent managers. Effectivement, c'est pas forcément des personnes qui veulent vraiment être managers. Ça ne veut pas dire qu'ils ne voulaient pas, mais il y a des personnes, ce qui les intéresse, c'est surtout faire leur métier, être au commerce, je pense à cet exemple-là. Le management, c'est un truc en plus qu'ils vont faire plus quand ils auront le temps, parce que finalement, ce qui les intéresse le plus, c'est leur premier métier. Quand on parle direction d'agence, commerce, direction technique, même si c'est un peu moins le cas sur la direction technique, mais globalement, on a des personnes qui n'ont pas travaillé comme vous ou moi. Moi, je suis product owner, Nico est développeur. Donc, on peut avoir un décalage entre notre quotidien, entre guillemets, et la vision que le management a de notre quotidien. On pouvait aussi avoir des différences d'objectifs entre les postes et les rôles. Je reprends encore une fois l'exemple du commerce. Le but, c'est absolument de staffer les gens parce qu'on a pas mal d'interco en ce moment. L'objectif du commercial ne va pas être le même que celui de la personne qui, elle, cherche une mission dans telle ou telle branche pour s'upscaler, etc. On va avoir des divergences entre il faut placer la personne à tout prix et on veut passer la personne, mais sur un poste qui permet effectivement son évolution. Ça, c'est très vrai. On a eu des collaborateurs qui manquent de suivi. Quand on a récupéré, quand on a mis en place le management par les pairs en janvier 2024, on a récupéré des personnes qui n'avaient pas eu de management depuis plus de 6 mois pour certaines, avec même des entretiens annuels qui n'avaient pas été faits. Enfin, c'était un peu un état des lieux qui n'était pas génial. Et il y avait le dernier point qui a provoquer cette démarche, encore une fois, la direction commerciale groupe trouvait effectivement que les commerciaux prenaient trop de temps sur le management et voulaient focus le plus possible les commerciaux sur le commerce, sachant qu'en plus, en ce moment, le marché est un peu compliqué, donc effectivement, on focus au maximum le commerce pour trouver des missions, ça semblait plus important que la partie management. Donc les solutions qui ont été envisagées, c'est déjà décorréler le rôle du poste. En fait, on s'est dit, on ne voit pas pourquoi quelqu'un qui est directeur d'agence commerciale, directeur technique, serait un meilleur manager qu'un développeur, un Scrum Master, un Product Owner. En fait, tout dépend en fait, de l'expérience et surtout de l'appétence de chaque personne. Et on a pris la décision de faire un management par les pairs. Donc des managers qui sont effectivement n'importe qui dans l'agence qu'on a sélectionné. Donc on a choisi des personnes qui ont envie, on a fait des candidatures, je vous expliquerai un petit peu comment on a déroulé ça, des entretiens. Et chose importante, effectivement, ce sont les collaborateurs qui ont choisi leur manager. Alors sur la première vague, c'est-à-dire la vague où il y avait les 50 personnes à répartir, tout le monde a choisi leur manager, ça c'était cool. Maintenant c'est un petit peu moins le cas parce qu'on a moins de slots côté management, donc il y a un petit peu moins de choix de manager lorsque vous arrivez à Zenica. Oui, petit aparté, j'ai oublié cette phrase. On va vous parler là du management de carrière, ce qui est différent du management de projet. À Zenica, on a globalement des personnes qui sont chez des clients pour différents postes, et on a aussi des projets en interne, mais les projets ne sont pas gérés par des managers, ils sont gérés par des delivery managers. Nous, effectivement, le management dont je vais vous parler là, c'est le management de carrière, accompagner la personne dans l'évolution de sa carrière. Donc, être manager, excusez-moi, j'ai eu un rhume ce week-end. Être manager chez Zenica, c'est quoi ? Donc, comme l'a dit Marie, des personnes motivées, qui ont pleinement voulu ce rôle. Ça, c'est vraiment le cœur de la problématique, et c'est vraiment la chose la plus importante sur laquelle on s'appuie. Qui managent peu de personnes. Donc, on s'est fixé une limite à peu près 5-6 managers managés par manager. Bien sûr, c'est pas une limite qui est gravée dans le marbre, on verra si on fait plus tard. Voilà, ça peut être plus, ça peut être moins. Il y a des gens qui managent que 3 personnes, d'autres qui managent 4 personnes, d'autres 5.
C'est important aussi de trouver son équilibre entre son domaine professionnel et son management, comme on l'a dit, vu qu'on est aussi des professionnels au quotidien. Donc on n'a pas tous le même temps à dédier à ça. Mais on a du temps dédié pour quand même faire nos rituels et nos suivis avec nos collaborateurs. Donc on a à peu près 8 jours par an, donc c'est un pool global qui est dédié au management, mais ça représente à peu près 8 jours par manager. On accompagne les personnes dans leur carrière et dans leur évolution de manière générale, donc pas sur le projet, comme l'a dit Marie. Et on est aussi là, être manager, pour partager, expliquer les informations et les décisions clés de Zenica, répondre aux questions, aller plus loin dans les réponses, etc. Et accompagner tout ça. Et évidemment, manager chez Zenica, on est rétribué pour le rôle par rapport au temps qu'on passe aussi à faire ces actions. Au niveau du suivi managérial, comment ça se passe avec un collaborateur? On a différents points de suivi, des points d'étape qu'on va dérouler au fil de l'année en fonction de l'année du collaborateur à différents moments. On va avoir ce qu'on appelle nous le one-on-one, qui est en fait notre point un petit peu tous les mois régulier sur lequel on voit la personne, on prend un petit peu la température, on demande comment ça va, comment ça s'est passé la mission. On passe en revue les objectifs de son entretien annuel, où est-ce que tu en es sur la réalisation, etc. Donc c'est un échange formel, informel, on prend la température, on discute, s'il y a des questions, on répond. C'est aussi l'occasion pour nous, managers, si on a des informations à transmettre à nos collaborateurs, de les faire à ce moment-là. On va dire, bah, tiens, j'ai une info à te donner, clac, 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 hop, on discute. Faire du feedback. Faire du feedback, que ce soit positif et ou négatif, bien sûr. Il faut faire les deux. Pas forcément en même temps, mais il faut faire les deux. Et surtout, on met un point d'honneur aussi dans les premiers one-on-one, quand on a des collaborateurs qui arrivent, à faire en sorte qu'on calibre bien la relation manager-manager. C'est souvent un point qui est un peu mis de côté, c'est qu'on a un système, on a des managers, on a des managers, on a un truc qui fonctionne, qui est sur les rails, blam, on embarque tout le monde là-dedans. Sauf que chaque personne est unique, et chaque personne n'attend pas la même chose de son manager et du management de manière générale. Il y a des personnes qui vont nécessiter beaucoup plus d'autonomie que d'autres, des personnes qui vont devoir voir tous les mois, d'autres ça va les gaver, ils veulent nous voir que tous les 3 mois. Donc ça c'est important aussi d'avoir cette relation-là et donc de bien définir les rôles et les attentes des deux parties. Qu'est-ce que le manager attend de son manager et qu'est-ce que le manager attend de son manager. Ça c'est très important. Dans les autres rituels qu'on a le suivi technique, donc qui est fait en général pas par le manager de la personne mais par un autre manager, voire quelqu'un de plutôt senior dans sa technique, pour récolter un petit peu les avis, l'évolution technique pure de la personne au quotidien, quelles sont les certifications qu'il a besoin, les formations qu'il a besoin pour sa mission, qu'est-ce qu'il fait en mission, etc. Donc ça, c'est une fois par an, à 6 mois de l'EA, en décalage. On a ensuite le Career Pass, je vous en parlerai juste après, on va faire un petit focus là-dessus. Ça, c'est quelque chose qu'on fait à l'arrivée et une fois par an, et ça permet d'avoir une projection sur la carrière, on va dire plutôt à moyen et long terme. Je vous en parlerai juste après, donc je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Et forcément, on a le petit couple entretien annuel, entretien professionnel. L'entretien annuel, c'est tous les ans. C'est là où on va évaluer un petit peu l'impact et la performance du collaborateur, qu'est-ce qu'il a fait sur l'année, quels sont ses objectifs, qui ont été remplis, pas remplis, etc. Et l'entretien professionnel qui est obligatoire légalement tous les 2 ans. Donc ça, on n'y coupe pas. Sur le Career Pass, justement, c'est quelque chose qu'on a créé à Zenica en 2019-2020, qui est disponible en open source sur GitHub. Donc, je vous ai mis le lien ici, et puis on vous le redonnera sur les slides si vous le souhaitez après. Donc, c'est un outil maison qu'on a créé, qu'on a open sourcé, qui permet à chacun de se projeter. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien le schéma, c'est peut-être un petit peu petit là où vous êtes. Globalement, il faut imaginer ça comme un arbre. On a les racines de l'arbre qui nous permettent d'avoir un petit peu l'assise, faire en sorte que l'arbre soit solide. Et après, on va aller développer les branches de la personne pour voir quelles sont ses compétences. Au niveau des racines, on en a plusieurs. C'est toutes celles qui sont sur les côtés et en centre en bas. Et on va aller dérouler en fait ça à chaque fois. Je vais vous prendre juste un exemple pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On va partir sur la branche leadership qui est en bas à gauche. Quand on fait le Career Pass avec un collaborateur, on va lui demander où il se situe sur chacune des branches, quels sont ses objectifs. Et à chaque fois, on va essayer de trouver un petit peu quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour aller vers cet objectif. Donc l'objectif et les actions, ce n'est pas des choses à faire forcément dans 6 mois. C'est voilà, sur ta carrière, comment tu te projettes, qu'est-ce que tu veux faire dans ta carrière, où est-ce que tu aimerais aller. Et on fait ça tous les ans, avant le A, justement, pour avoir aussi des objectifs annuels à découler de ça, et s'assurer que l'évolution de la carrière de la personne correspond bien à ce qu'il veut faire. Donc on a plusieurs niveaux, à chaque fois on met un objectif et là où on en est. Task Force Lead, on va être sur une équipe de 3-5 personnes, quelqu'un qui va aller leader une petite équipe par exemple, Team Lead, une équipe un peu plus grosse, sur un temps un peu plus long, par exemple un chef de projet, un Scrum Master, des choses comme ça. Cross Team Lead, carrément quelqu'un qui va être sur de la gestion de plusieurs équipes, qui va être en lien avec plusieurs équipes pour gérer des choses un peu plus importantes. Ça peut être par exemple un train safe ou des choses comme ça, RTE. Et Management Lead, carrément, qui va avoir le côté management, comme nous on l'entend aujourd'hui, le côté suivi individuel, etc. Donc à chaque fois, on vient placer des cibles
et on définit comment on peut y arriver. La dernière étape de Carrière Pass, c'est la partie que vous avez en jaune en haut, où là on va dérouler une branche par compétence du collaborateur, donc on fait un petit brainstorming pour savoir où est-ce qu'il en est, et à chaque fois on le situe sur l'échelle en fonction de son niveau, est-ce qu'il est plutôt junior, senior, etc. Et on le situe là-dessus. Donc je vous invite à aller voir la doc sur notre GitHub, et peut-être à l'essayer chez vous, ça peut être intéressant, ça permet aussi d'avoir une projection et ça en découle. C'est un exercice qui est très passionnant et très intéressant parce que ça apprend aussi beaucoup à connaître la personne qu'on a en face de soi. Et des fois on se rend compte qu'on ne connaît finalement pas tant que ça les managers qu'on a. Donc je vous invite à aller voir un petit peu là-dessus, c'est open source et c'est dispo. Ouais. Il y a des gens qui arrivent à se projeter très loin dans leur carrière. J'ai eu une collaboratrice qui m'a dit moi, de toute façon, je veux être CEO. Bon, l'objectif était déjà tout en bas. Ok. Bon, je sais que ce ne sera peut-être pas le cas à Zenica, mais c'est pas grave. En fait, on voit vraiment la projection et ce que la personne veut faire et comment, après nous, on peut l'accompagner, sachant que il y a un moment donné, ça ne sera peut-être pas chez Zenica, mais c'est pas grave. C'est notre rôle en tant que manager, c'est de faire grandir les gens, même si la suite de leur carrière, c'est ailleurs. Et il y a des personnes qui n'arrivent pas du tout à se projeter, donc ils ont une projection, ah ouais, je veux bien tester la branche au-dessus, ça me semble intéressant, allez, on va essayer quoi. Donc c'est vraiment un super outil pour connaître les gens et se connaître soi-même, parce que quand on joue le Carrière Pass pour soi-même, on se pose pas mal de questions, ça va un peu plus loin que comment tu te vois dans 5 ans, la fameuse question qu'on a souvent en entretien, comment tu te vois dans 5 ans? Moi j'ai jamais su répondre à cette question. Par contre, se positionner sur cette grille-là, ça permet de se dire « Ah ouais, mais je me vois bien là-dessus, tiens, je me vois bien là-dessus. » C'est plus concret. Tout à fait. Mais c'est à toi. C'est à moi. Oui. On a, à l'agence de Rennes, on a une petite dizaine de managers, parce qu'on est 50, 60, on a 5-6 personnes à manager par personne. Donc on est une équipe de managers et on travaille en équipe. On a différents rituels qui nous permettent de vraiment nous synchroniser et de faire en sorte qu'on ait un management qui soit le même, entre guillemets. Forcément, il y a des différences entre les managers, mais qui soit le plus juste. Ouais, le plus juste possible entre les différentes personnes. Donc, on a un point de synchro hebdo. Toutes les semaines, on se voit pendant 1 heure, l'ensemble des managers. On va parler des problématiques rencontrées pendant la semaine. On va parler d'un tel ou un tel, des problématiques qu'ils peuvent rencontrer ou des choses qui se sont bien passées. On partage beaucoup de choses, on fait un tour de table. Et c'est aussi le moment de prendre des décisions sur certains sujets. Il y a machin qui nous demande une formation. Est-ce qu'on valide, on valide pas? Enfin, voilà, on prend différents critères et on choisit vraiment tous ensemble. On fait une rétro, bon, ça c'est classique, tous les 3 mois. Notre but c'est effectivement de travailler en équipe, d'améliorer nos process. On a beaucoup évolué entre la mise en place en janvier 2024 et maintenant. Il y a pas mal de choses qu'on a mis en place grâce aux rétrospectives, grâce au moment qu'on passe ensemble. Et le dernier point, entre guillemets, de rituel qu'on fait tous ensemble, c'est les comités d'augmentation. Donc je vais en parler juste après. Donc ça c'est 1 fois par mois. Je vais vous expliquer. Donc le comité d'augmentation, on le prépare, on le fait juste avant les entretiens annuels. Alors il faut savoir à Zenica, les entretiens annuels ne se font pas sur une période donnée pendant l'année. Ils se font à la date d'anniversaire Zenica de la personne. Donc on a un comité d'augmentation tous les mois dans lequel on adresse l'augmentation des personnes dont la date d'anniversaire arrive le mois suivant. Donc on a tous les mois ce comité d'augmentation. Ce que je viens de dire, globalement, j'aurais dû passer ça avant. Donc, encore une fois, ce n'est pas le manager de la personne qui va choisir l'augmentation. On le fait de manière collective. Et pour ça, on doit apporter au collectif l'ensemble des éléments sur cette personne. Donc on devient un petit peu l'avocat de nos managers pour effectivement donner tous les éléments en positif, en négatif, tout ce qui s'est passé dans l'année pour qu'on puisse prendre tous ensemble une décision par rapport à cette augmentation cette année. Est-ce que oui ou non, et surtout à quel niveau. Donc effectivement, on cherche d'être assez équitable et ne pas... ça évite aussi beaucoup de biais en le faisant comme ça. Donc comment on prend la décision d'augmenter, comment on arrive à gérer ce comité d'augmentation? On a 3 critères justement pour prendre cette décision. Déjà, on a une grille de salaire à Zenica, donc,
c'est des grandes... Des fourchettes. Ouais, des grandes fourchettes de 3 à 4 cas par exemple, qui permettent de dire que voilà, quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, il doit être dans cette fourchette-là, à peu près. On peut déborder un petit peu en dessous, au-dessus. Enfin bref, on a quand même cette grille de salaire qui permet d'avoir quelque chose d'assez équitable. On a forcément le pourcentage d'augmentation annuelle de la masse salariale. Quand le DG, en début d'année, en janvier, nous dit que l'augmentation cette année, ça sera, allez, 10%, on va partir là-dessus. Une bonne année. Ouais, c'est une bonne année. En fait, c'est un pourcentage effectivement moyen de la masse salariale qu'on doit respecter. Donc ça rentre dans nos critères sur la prise de décision de l'augmentation. Ça ne veut pas dire que tout le monde aura 10% d'augmentation. Ça serait bien. Non, 20% pour moi. Et le dernier critère, qui est celui qu'on va juger dans ces comités d'augmentation, c'est l'impact de la personne chez et hors Zenica. Qu'est-ce qu'elle a fait cette année? Quel niveau d'impact elle a eu? Et donc pour ça, on a différents critères. Donc on va tout d'abord regarder l'impact et la contribution en interne et en externe de la personne. Est-ce que cette personne, elle propose régulièrement des ateliers? Est-ce qu'elle fait des talks au Brest Camp? J'ai coché cet objectif-là, c'est bon. Est-ce qu'elle fait... Ah oui, c'est vrai. Donc on regarde un petit peu tout ce que la personne a pu faire cette année. On recherche en fait à Zenica à avoir un certain niveau d'expertise, donc de faire monter les gens. Donc et c'est aussi grâce aux personnes qui font monter les autres qu'on arrive vraiment à travailler tous ensemble en collectif sur notre carrière. Donc voilà, on cherche à augmenter l'impact et la contribution de chaque personne. Donc on va noter ça. On va regarder forcément comment la personne, quel retour elle a eu chez son client, la mission sur laquelle elle est aujourd'hui, sur le projet sur lequel elle est, comment ça se passe, est-ce que c'est une personne qui a beaucoup d'impact ou pas. Comme je vous l'ai dit, on cherche effectivement à avoir des personnes qui vont gagner en expertise, donc ça passe par le scaling. Alors, on donne les moyens de s'upscaler, de par du temps, de la formation, des speed training qu'on peut faire, etc. On a différentes choses qu'on peut proposer à Zenica, mais si la personne ne les prend pas, ça ne marche pas. Donc on regarde effectivement le niveau d'implication de la personne sur son upscaling en général. On est chez Zenica une entreprise aussi de formation, on est organisme de formation. On a beaucoup de nos collaborateurs développeurs qui sont formateurs. Donc, quand une personne est formateur, on va regarder effectivement quel est son niveau d'impact sur la partie formation. Est-ce que c'est quelqu'un qui donne beaucoup ou au contraire qui n'est pas très actif? On va regarder un petit peu tout ça. Et le dernier point, c'est l'impact business. Est-ce que c'est quelqu'un qui va aider au commerce, aller chercher des nouvelles missions, des projets, etc. Donc, pour chacun de ces critères, on va définir des couleurs pour savoir si la personne n'est pas investie, peu investie, très investie, ou si c'est non applicable, notamment pour la partie formation et business. Quelqu'un qui est jeune, on ne va pas lui demander d'avoir un impact business. Par contre, quelqu'un qui a 20 ans de boîte, on va lui demander effectivement d'être capable de ramener du business, d'aider au business, etc. Et en fait, ça nous permet d'avoir une coloration globale. Donc, quand on voit... oui, c'est ça. Une couleur globale qui permet de situer la personne par rapport aux autres. Donc, globalement, quelqu'un qui est globalement vert-bleu, ça va être quelqu'un, quand on parle, par exemple, d'une augmentation de 10%, c'est peut-être quelqu'un à qui on va donner plus que ces 10%. Quelqu'un qui est globalement vert, il va être plutôt dans les 10. Quelqu'un qui est plutôt orange, ça va être en dessous, etc. Comme vous le savez, on est très bon en comparaison et moins en estimation. Donc, le fait d'avoir cette couleur permet, en fait, d'un coup d'œil, d'avoir à peu près un ressenti. Au début, on voulait mettre des notes, des chiffres. Mais les chiffres, c'est toujours compliqué, tu n'es jamais d'accord. Est-ce que c'est 12, est-ce que c'est 13, est-ce que c'est 14? C'est un peu relou. Donc le fait d'avoir une couleur et d'avoir quelque chose de visuel, ça marche bien. Donc c'est quelque chose qu'on a créé cette année, qui est encore en cours de rodage, qu'on va certainement discuter à nos prochaines rétrospectives. Et voilà, comme dans tous nos métiers, si ça ne marche pas, on fera autre chose. Et on améliorera nos process encore pour être au plus proche de nos objectifs, toujours l'équité et la justice. C'est ça. Donc, en tout cas, ça marche plutôt bien. Nos comités d'augmentation sont efficaces. C'est assez rapide de dire, non, clairement, cette personne-là, sur ce thème-là, elle n'est clairement pas investie, elle pourrait faire beaucoup plus, etc. On a essayé de lui proposer plein de choses, elle ne les a pas pris. Voilà, et on est quand même là pour juger et pouvoir voir un petit peu comment... qui, effectivement, va, entre guillemets, mériter une augmentation plus importante que d'autres. Mais on ne fait pas de miracle après, comme on a le grille de salaire, on a les pourcentages, c'est pas le monde des bisounours, on a quand même ces critères-là à prendre en compte.
Donc pour arriver avec cette matière-là, bien sûr, le manager de la personne, il arrive en ayant déjà fait cet exercice, déjà fait l'exercice de mettre ses couleurs, et après collégialement, on regarde un petit peu est-ce qu'on est en phase ou pas, les autres managers, avec les couleurs. Il y a des fois des choses qu'on n'a pas forcément dans notre scope, dans notre ligne de vision. Il y a un événement qu'on a loupé ou quelque chose qu'il a fait, on n'était pas forcément au courant, etc. Donc c'est pour ça que c'est important d'être tous ensemble pour savoir si oui ou non c'est pertinent et est-ce que la colorisation que le manager a donnée correspond à ce qui s'est vraiment passé. Et c'est là où, vu qu'on est tous présents, on va pouvoir débattre de ça et définir l'augmentation. Mais pour avoir cette colorisation et pour être en phase avec tout ça, il faut récolter les données. Donc les données, c'est tout au long de l'année. Ça fait presque slogan d'une marque de je ne sais pas quoi. On n'arrive pas à avoir cherché du feedback 3 semaines avant, ça marche pas. Voilà. Et tout au long de l'année, ça veut dire, lors de nos one-on-one réguliers qu'on fait avec le collaborateur, on va aussi pouvoir suivre les objectifs, etc. Les points de suivi réguliers, le lien avec le commerce, les points périodiques, les suivis de mission, savoir comment ça va chez le client, etc. C'est des choses qu'on a aussi régulièrement. Les commerciaux, ils vont chez Zenica, chez les clients, pour savoir comment ça se passe. On a des points d'étonnement, on a des points réguliers, etc. Donc ça, c'est aussi vraiment une mine d'informations, une mine d'or pour nous. Ça nous permet d'avoir le quotidien. On est aussi beaucoup en lien avec la direction technique. Alors la direction technique fait partie des comités d'augmentation et Marie vous l'expliquera tout à l'heure. Je crois qu'il y a un slide qui parle de ça. Mais elle est aussi là pour chapeauter un petit peu les choses. Dans notre synchro hebdomadaire, on a aussi des gens de la direction technique qui sont là parce qu'il y a des choses que les collaborateurs vont voir en direct avec la direction technique et pas forcément avec le manager. Donc on est aussi, nous, beaucoup en lien avec l'ADT pour savoir un petit peu ce qui s'est passé sur les formations reçues données, les certifications que la personne elle a eues dans l'année, est-ce qu'il a fait des talks ou pas, des meet-ups, des animations, d'événements internes, externes, etc. Tout ça, c'est important d'avoir en ligne de vue en fait, pour pouvoir mettre cette fameuse couleur. Et une fois qu'on a ces données, comment on les centralise et où est-ce qu'on les met? Et c'est là, on est en une boîte de tech, donc forcément on a développé un truc. Parce qu'on aime bien ça, il faut dire ce qui est. Mais on est quand même pragmatique, donc plutôt que de développer une grosse appli, vu que chez Zenica on utilise beaucoup Slack, on a fait un Slackbot pour ça. Le père de ce Slackbot est dans cette salle d'ailleurs, il se reconnaîtra. Mais en tout cas, on a un Slackbot qui nous permet en fait d'ajouter au quotidien, au jour le jour, toutes les informations qu'on a, et ça va centraliser toutes ces données dans un même endroit. Et ça, c'est hyper important. Donc, en gros, on invoque une commande, on choisit. Donc, les managers sont autorisés à utiliser cette commande. Après, on a une liste de collaborateurs qui sont en lien avec le manager. On va mettre le type de suivi qu'on a effectué et quelques commentaires à retenir, etc. Le lien vers un doc s'il y a besoin, etc. Et ça va se stocker dans un fichier qui nous sert après à générer pas mal de choses. Et ça, c'est très important parce qu'auparavant, on n'avait pas ça. Et comme l'a dit Marie, on est passé à côté de pas mal de choses parce qu'on n'avait pas les dates des derniers one-on-one, les dates de nos derniers suivis techniques, les dates de nos dernières entrevues, les infos. On n'avait ni les dates ni les infos. Donc on s'est retrouvé avec des gens qui n'ont pas eu leur entretien annuel. Une chose assez incroyable. Parce qu'il y a eu des cafouillages, et des gens qui sont partis, des gens qui sont arrivés. On avait beaucoup de pertes d'informations. Et s'il faut changer de manager, on était incapable de transmettre la patate à quelqu'un d'autre. Donc c'était très problématique. Tout ça, on le consolide, on récupère les informations RH aussi, parce qu'on a un SI RH qui est en cours de déploiement, et ça nous permet de générer des jolis petits dashboards comme ça. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Ce ne sont pas des vraies données, je vous rassure. Ce sont des données réalistes mais fictives, qui ne correspondent à aucune personne chez Zenica. Mais c'est fait partie d'un des outils qu'on a aussi pour savoir un petit peu comment est la personne et comment elle est globalement en termes de mission et de staffing. Donc on retrouve des informations importantes comme le TASE, qui est le taux d'activité congé exclu, qui est une métrique qu'on regarde beaucoup chez Zenica, les jours non facturés, le chiffre d'affaires en conseil, le chiffre d'affaires en formation, le chiffre d'affaires total, son taux journalier, etc., etc. Ça nous permet de voir aussi un petit peu le bilan de son année, financièrement parlant, et ça nous permet de savoir la marge que cette personne dégage aussi par rapport aussi à son salaire, par rapport à son TJ, etc. Ça peut permettre aussi de développer des objectifs derrière. Si la personne elle a un TJ qui veut augmenter, elle va forcément augmenter sa marge. Comment on peut l'accompagner pour aller augmenter son TJ, augmenter sa marge? Est-ce qu'il faut faire passer des certifications, des formations? Qu'est-ce que le collaborateur a besoin pour évoluer dans sa carrière? Donc ça, c'est hyper intéressant pour nous et c'est une métrique qui est très importante. Ouais, c'est un outil qui a été mis en place par les RH, pour le coup, celui-ci, parce qu'effectivement, on avait besoin aussi d'avoir pas mal d'indicateurs, nous, un peu plus pratico-pratiques, et qu'on n'avait pas. Donc on a pas mal de dashboards comme ça, qui permet de voir vraiment au niveau de l'agence, etc. C'est assez intéressant. Ouais. Du coup, je vous ai parlé effectivement de la mise en place du management par les pairs en janvier 2024. Il a fallu qu'on passe par une étape de recrutement entre guillemets interne des managers. On cherchait, à ce moment-là, c'était 8 managers qu'on cherchait.
L'objectif qu'on avait, c'était de recruter des personnes qui ont l'appétence et le bon mindset pour devenir manager. On allait recevoir en entretien plein de personnes qui n'avaient jamais fait du management de leur vie, ou très peu. Certains, effectivement, avaient un petit peu de background de chef de projet ou ce genre de choses. Mais globalement, la plupart n'avaient jamais fait de management. Donc, notre critère principal, c'est surtout l'appétence, l'intelligence, entre guillemets, le bon mindset de management. Ce recrutement s'est fait en plusieurs étapes. On a d'abord fait un appel en candidature, on a lancé un formulaire pour que n'importe qui puisse postuler. C'était vraiment ouvert à toutes et à tous, sans distinction. Et toutes les candidatures ont été étudiées? Tout à fait. Donc on a eu pas mal de candidatures, donc on était super contents, parce qu'on se dit, est-ce qu'il y a des gens qui veulent devenir manager, quoi. Mais au final, on a eu quand même pas mal de personnes, plus que ce qu'on attendait, donc c'était top. Deuxième étape, on a fait passer des entretiens de recrutement. Donc, ils se sont faits avec donc moi, en tant que lead manager, la directrice d'agence et le directeur technique. On a déroulé tous les trois. Il y avait aussi une personne du commerce aussi à ce moment-là. On a fait passer 1 heure d'entretien pour chacune des personnes qui avaient candidaté. Donc, ça a pris pas mal de temps. C'était assez soutenu. On a posé énormément de questions sur les différents indicateurs de recrutement que je vais vous montrer après. Donc les personnes souvent sortaient en étant un peu fatiguées parce qu'on les a bombardées de questions, mais super contents parce qu'en fait ils se sont aperçus de toute la grandeur du rôle, entre guillemets. La complexité et la richesse du rôle. Ouais. Et puis après, on est passé par une phase de débrief, de choix de candidats, qui n'a pas forcément été facile. On a utilisé des couleurs, encore une fois, on aime bien ça chez Zenica. On avait justement les différentes questions, et pour chacun, on mettait une notation en couleur, savoir sur ce critère-là était orange, etc. Donc je l'ai pas mis là. J'ai regardé si c'était lisible. Et du coup, ça nous a permis de faire un premier filtre. Effectivement, une personne qui était globalement orange, ça collait pas. Donc on était plus sur les personnes qui étaient un peu plus sur le côté vert. Et puis après, voilà, il a fallu se battre un petit peu ou pas. Mais il y avait quand même pas mal de candidats, donc on a pris pas mal de temps. Les profils recherchés. Donc, comme je disais, on ne cherche pas les candidats avec le plus de compétences. On en avait avec plus de compétences que d'autres, et pour autant, ce n'est pas forcément ceux qui ont été retenus. On cherchait vraiment des personnes qui avaient envie d'accompagner les autres déjà, valoriser, donner du sens, qui avaient déjà cette appétence-là, mais pas que, parce que manager, c'est pas être un coach ou être un mentor, c'est une des facettes. Donc des personnes qui avaient une capacité d'écoute. Donc on a pris aussi dans les critères de choix des managers aussi entre guillemets les retours des personnes qui faisaient passer les entretiens sur qu'est-ce que font ces personnes au quotidien à Zenica, comment on les perçoit aujourd'hui. Ça va un peu plus loin que juste le formulaire avec les questions. Donc quelqu'un forcément qui a la bonne posture vis-à-vis des collaborateurs et de l'entreprise. Donc quelqu'un effectivement qui quand il va prendre des nouvelles qui sont pas super, va pas faire des bonds de 4 mètres, mais plutôt avoir une phase de réflexion qui va être capable d'essayer de comprendre, etc. Donc, capacité de gérer des situations complexes. En tant que manager, on a forcément des personnes, on gère de l'humain. Donc, gestion de l'humain, forcément, c'est gestion des fois des cas qui sont un peu compliqués. Donc, il faut quand même avoir un petit peu les nerfs solides. Donc, ça fait partie de nos critères. Et puis, compréhension du business et des objectifs de l'entreprise. Clairement, savoir où on va, c'est quoi Zenica, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre business, c'est primordial. Et quelqu'un qui a conscience de toutes les facettes du rôle. On a eu des personnes en entretien qui cherchaient en fait à faire du mentoring. Donc on les a orientés plutôt là-dessus que plus sur du management. Donc c'est un peu ce que je dis là. On comprend appliquer la stratégie du groupe, savoir travailler en équipe. Ça, c'était assez important. On voulait créer une équipe de management. On ne voulait pas avoir des managers qui soient chacun dans leur coin, qui managent les 5 personnes et puis on ne les voit jamais. Ce n'était pas du tout notre leitmotiv. Donc on cherchait aussi des personnes qui étaient très axées travail en équipe. Donc avoir la bonne posture, j'en ai parlé, faire grandir le collaborateur. Donc ça, ce sont les 4 facettes principales du rôle de manager chez Zenica. Et c'est là-dessus qu'on cherchait effectivement à recruter. Une fois qu'on a trouvé nos managers, comme vous l'avez vu en début de formation, la plupart des managers ne sont pas formés. Donc nous, on s'est tout de suite posé la question de comment on fait. On va former nos managers, c'est évident. En France, les managers, ce que j'ai dit tout à l'heure, sont formés principalement sur les compétences techniques, mais finalement peu sur la gestion humaine. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a voulu éviter. On avait des gens qui avaient déjà certaines compétences, d'autres qui en avaient moins. Donc on a fait une formation qui est pour tout le monde et qui est la même,
peu importe le niveau d'ancienneté qu'ils avaient avec le rôle. Comme ça, on est sûr qu'on a tous le même vernis, et c'est très bien. Donc l'état des lieux, c'est que en 2024, quand on a lancé ça, on n'avait pas de formation spécifique pour les managers chez Zenica. On a des formations qui s'approchent dans lesquelles on s'est inspiré de certains modules, on a du management 3.0, on a des formations d'accompagnement, mais rien de spécifique au management chez Zenica. Donc forcément, on a dû travailler là-dessus. Et vu qu'il fallait qu'on forme les gens, et qu'on onboard les nouveaux arrivés plus tard aussi, parce que là on a pris des managers en 2024, mais il fallait qu'on en ait d'autres plus tard, si l'agence grandit, s'il y en a d'autres besoins, etc. Donc il faut qu'on soit capable aussi de faire monter en compétence ceux qui arriveront dans le deuxième wagon, potentiellement. Donc c'était important d'avoir du factuel là-dessus. On voulait que ce soit cohérent, quelle que soit l'agence aussi. Donc là, ça nous paraissait important, c'est que, ok, nous, on a commencé à mettre ça en place à Rennes. Maintenant, c'est une démarche qui est globale au sein de Zenica, qui est dans toutes les agences. Et c'était important et primordial que ce soit une expérience similaire. Évidemment, chaque agence a ses spécificités locales et chaque manager a ses spécificités aussi. Cela dit, on voulait que l'expérience managériale d'un consultant soit la même, qu'il soit à Rennes, à Bordeaux, à Lille, à Paris, que sais-je, à Singapour ou à Montréal, qu'ils puissent avoir les mêmes rituels, le même suivi, et qu'ils se sentent bien pareil chez Zenica, peu importe où il est. Et peu importe le manager. Et forcément, tout ça, c'est pour que les gens se sentent à l'aise dans leur poste. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a écrit une formation. Marie a participé à l'écriture de cette formation de manager, qui est une formation qu'on donne sur 2 jours, qui a pris plusieurs mois à écrire, et qui aborde différents modules, comme notamment la posture du manager. La posture, ça va être sa capacité à accompagner, Marie l'a déjà évoqué tout à l'heure, sa capacité à écouter, sa bienveillance par rapport à la personne, la communication non violente, l'écoute active, tout un tas de choses qui vont faire la posture pour établir le cadre dans lequel les personnes vont se sentir en sécurité psychologique et en confiance pour pouvoir aborder leurs relations avec leur manager. Sur la formation, on a aussi forcément comment on déroule les points de suivi, quelles sont leurs particularités, ça ne s'invente pas. Animer un carrière pass, comme je présentais tout à l'heure, c'est pas un exercice qui est simple. Il faut savoir diriger la personne. Il y a des personnes qui ont des difficultés à se projeter, il faut savoir les emmener là où ils veulent aller. Il faut savoir aller un petit peu gratter la terre pour découvrir les graines. Donc ça, c'est hyper important et ça ne s'invente pas. Donc ça fait partie des modules de formation qu'on a, avec les différents rythmes, etc. aussi. Savoir fixer et suivre les objectifs, ça c'est hyper important. Nous on met un point d'honneur chez Zenica à faire ça, avoir des objectifs qui soient smart, donc qui soient simples, mesurables, atteignables, avec une notion temporelle et réalisable. Voilà. J'oublie toujours l'acronyme, mais bref. Que ce soit des objectifs qui soient clairs et définis. Et pas juste, moi je veux monter en compétence sur l'Ops. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut en découler de ça? Ok, tu veux donner une animation d'un événement sur tel sujet, d'accord, ce sera sur le premier trimestre. C'est mesurable, c'est atteignable, etc. Donc ça, c'est vraiment un des points piliers de la formation aussi, parce que pour que le collaborateur puisse se sentir responsabilisé et qu'il ait envie de prendre des initiatives, il faut qu'il puisse sentir les jalons, il faut qu'il puisse se mesurer, il faut qu'il puisse s'auto-évaluer. Il n'y a rien de pire qu'un objectif ultra flou, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. Comment on sait si on a fait une bonne année? On a aussi récupéré des personnes en management qui avaient des objectifs, mais en fait, ils ne savaient plus du tout ce que c'était en arrivant à l'entretien annuel. Ils découvraient, ils se rappelaient, même en les relisant, ils ne savaient même pas de quoi ça parlait. Ah, c'est vrai, c'était ça. Donc, effectivement, on s'est dit qu'il y avait quand même un sacré boulot sur la partie objectif, et notamment le côté smart, pour s'assurer que ça soit clair tout au long de l'année et qu'on les suive, en fait, avec les c'est aussi différents pour ça que dans le one-on-one qu'on fait de manière régulière, on regarde un petit peu où ça en est aussi. Au niveau des suivis techniques, on fixe d'autres objectifs qui ont plus un aspect technique sur l'upskilling de la personne, une certification à passer dans les prochains mois, une formation, etc. Ce ne sont pas les objectifs de l'entretien annuel, mais c'est d'autres micro-objectifs qui sont au cours de l'année aussi. On a aussi un module qui est très important sur savoir donner du feedback à un collaborateur. On évite le feedback sandwich, s'il vous plaît. On fait des choses dans les règles de l'art et on dit avec bienveillance les choses de manière très factuelle, qu'elles soient positives ou négatives. Ça fait partie du rôle. C'est comme ça, c'est des fois moins marrant à faire que d'autres, mais c'est comme ça, c'est important. Donc on a tout un module de la formation là-dessus, parce que c'est primordial aussi pour la personne, pour pouvoir s'auto-évaluer et progresser. Et forcément, vu qu'on aime bien l'aspect très formel et très papier, on a forcément, comme dans toutes les boîtes, un peu de papier à gérer chez Zenica. On n'y coupe pas, c'est inévitable. On a des docs à remplir, on a des choses à faire, on a des notes de frais à valider, parce que le système fait qu'on doit valider les notes de frais. C'est discutable, mais c'est comme ça. Donc on a aussi des aspects légaux sur lesquels il faut qu'on sache. Mais on a aussi des aspects légaux qui sont bien plus intéressants et bien plus importants, notamment sur les droits à la déconnexion. Quels sont les horaires sur lesquels on peut caler des points avec nos managers, avec nos managers? Est-ce qu'on a le droit de les contacter quand ils sont en arrêt maladie? Ou si oui, combien de fois on peut les contacter et à quel moment?
Tout ça, c'est des aspects légaux qui sont hyper intéressants aussi, et c'est pareil, ça ne s'invente pas. Donc c'est important de les avoir dans la formation. On a forcément aussi plein d'autres petites actions qui ne sont pas directement liées à la formation des managers, mais qui sont des choses qu'on fait aussi au quotidien et dans le cycle de vie de Zenica. On a eu récemment une sensibilisation au burn-out aussi pour les managers, et qui va aussi être diffusée au sein de globalement tous les collaborateurs de Zenica, pour savoir détecter aussi les signes des personnes qui vont potentiellement être en burn-out, sur lesquelles, quand on leur demande, tout va bien, mais en fait, tout va pas bien. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va aussi ajouter au fur et à mesure, et évidemment, vu qu'on fait des rétros assez souvent et qu'on se pose la question de nos process, eh ben, on est en train d'écrire d'autres modules de formation, notamment sur des plans de carrière un peu plus précis, en lien avec le Career Pass qu'on a vu tout à l'heure aussi, et des modules de formation sur les cas compliqués qui sont en cours mais qui ne sont pas terminés. Comment annoncer à quelqu'un une rupture conventionnelle ou un licenciement, par exemple. Bon, bah, comme dans toutes les boîtes, ça existe, hein, Zenica, c'est pas parfait non plus. Forcément, ça, c'est des cas qui ne sont pas simples, il faut être formé pour pouvoir les annoncer, pour éviter les catastrophes. Donc ça, c'est des choses qui sont en constante évolution chez nous. Alors, sur la partie formation, effectivement, on a bossé dessus pendant 2-3 mois pour vraiment réussir à sortir ces différents modules. On les a joués dans les différentes agences, au final, l'an dernier, toutes les agences sont passées sur ce mode de management. On a dû former en masse chacune des agences. Maintenant, c'est une formation qui roule bien et qu'on fait de manière nationale. Sur les nouveaux arrivants, je sais que j'ai un pipe là, de 5-6 managers à former en mois de septembre. On fait une session en mois de septembre et on les forme. Maintenant, c'est plus à la demande, entre guillemets, aux besoins d'arriver de nouveaux managers. Mais on a dû l'enchaîner quand même sur pas mal d'agences. Donc les retours après 18 mois de mise en œuvre, on a profité du fait de faire cette conf, même si on demande du feedback à nos managers régulièrement, mais on s'est dit on va quand même lancer un sondage un peu anonyme pour savoir, avoir un peu des retours de tout l'ensemble des collaborateurs de l'agence de Rennes. Et globalement, alors je ne vous invite pas forcément à le lire là, mais les retours sont vraiment très bons. Les gens remontent vraiment que maintenant ils ont une vraie proximité avec leur manager et que le manager comprend leurs problématiques, effectivement, surtout qu'en plus les personnes globalement ont pu choisir leur manager, donc il y a eu quand même pas mal d'affinités par techno. Des managers plus front ont récupéré pas mal de personnes du front. Moi-même, plus agiliste, j'ai récupéré tous les PO. Bon, j'ai récupéré aussi des devs, mais voilà, globalement, on a quand même pas mal d'infinités liées au poste, mais on a quand même la même compréhension du terrain. Des personnes qui disaient qu'avant cette nouvelle organisation, ils avaient du mal à voir leur manager. Maintenant, c'est plus le cas. Voilà, c'est direct. Il y a des échanges qui sont plus faciles, plus réguliers, et du coup. Et avec un manager qui a plus de facilité à répondre à leurs problématiques. Et puis du coup, on va conclure là-dessus. Moi, mes retours après cette année et demie de mise en œuvre en tant que manager, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir de l'impact sur les personnes que je manage, d'avoir vraiment une relation de proximité. J'ai le temps de voir les gens, j'ai le temps de passer du temps et de les aider et de les pousser des fois, parce qu'il y en a, il faut un petit peu les pousser et les aider pour qu'ils s'envolent un peu plus. Voilà, j'apprécie vraiment ce rôle sans être... je ne me voyais pas être manager avec une dizaine de personnes et faire que ce rôle-là, parce que j'apprécie énormément mon métier de product owner, donc ça me permet vraiment de concilier les deux, et c'est très agréable. Mes retours sont à peu près les mêmes, hein. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur mon ressenti. Cela dit, on observe quand même globalement au sein de Zenica, à Rennes en tout cas, parce que je ne peux pas parler pour les autres agences, je ne les connais pas, et je ne suis pas partie de leurs agences, une augmentation de l'ambiance au sein de l'agence et une espèce d'aura un peu palpable de gens contents. Voilà, c'est un truc qui est assez incroyable, c'est que les gens, ils ont le smile, ils sont contents, on leur dit « t'inquiète, voilà, ça va bien se passer ». Les gens ont vraiment ce climat de confiance. On a des initiatives qui se créent, des gens qui vont proposer des choses. C'était pas forcément le cas avant, ou c'était moins le cas avant. Donc on arrive à créer petit à petit ce climat de sécurité psychologique et de confiance, et à responsabiliser les gens. Alors c'est encore en cours, voilà, on va certainement s'améliorer et faire encore mieux dans les années à venir, mais on a vraiment ce climat qui se crée, et une ambiance qui est forcément très agréable à l'agence. Depuis qu'on a mis ça, en tout cas, ça a vraiment changé la donne. Et du coup, ma question, et qui seront sûrement déroulées sur vos questions, c'est « Et vous, quelles sont vos expériences avec le management ? Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence ? Est-ce que vous avez des choses similaires chez vous ou pas ? Quels sont vos ressentis ? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vous a présenté ? On vous donne la parole et on vous dit merci pour votre attention.
Et on espère vous revoir bientôt dans les couloirs pour discuter sur plein de trucs. Merci à tous. Merci. Et n'hésitez pas à nous donner des feedbacks, s'il vous plaît. On est preneurs, c'est la première fois qu'on joue cette conf et on espère pouvoir la jouer à d'autres moments, donc n'hésitez pas. Tous les feedbacks sont bons à prendre. Bonjour, merci Oui. beaucoup pour le talk. J'ai une question et après je réponds un peu à celle que vous avez posée à la fin du coup. Ma question c'est, est-ce que vous avez d'autres exemples de boîtes hors ESN qui ont des modèles comme ça? Parce qu'en fait, pour contexte, moi avant je bossais chez Xebia, ça doit un peu vous parler, on avait un modèle de management 90% similaire à ça. Ça m'avait beaucoup plu et du coup quand je suis arrivé dans ma boîte d'après, ma boîte actuelle qui est PayFit, je me suis dit c'était cool en fait, et puis je voyais des gens où je me disais en fait il serait peut-être vachement mieux managé par cette personne là-bas. Je me suis un peu heurté au fait qu'il y a quand même beaucoup de boîtes dans lesquelles vous parliez un peu de management de carrière versus management de projet, où loi de Conway à fond les ballons, on est sur des projets plus du long terme que sur des ESN souvent, et du coup on se retrouve avec le manager qui est celui qui est responsable de cette partie de la stack, de ce projet-là, et c'est assez dur je trouve de délier les deux VS dans une ESN. Donc voilà, si vous avez des exemples, je prends. J'ai pas forcément d'exemple qui viennent en tête, je sais qu'il y en a, et en fait les entreprises n'avancent pas toutes à la même vitesse au niveau du management. Et comme tu l'as dit, la différenciation entre management de carrière et management de projet, elle est compliquée à avoir. Ça nécessite de refaire aussi pas mal l'organisation du travail et l'organisation de l'entreprise, parce que souvent c'est des évolutions de carrière, c'est t'es promu, clac, tu deviens manager. Ensuite, il faut réussir à décorréler ça et à trouver le moyen de faire évoluer les gens sans les faire passer manager. Donc il y a tout un schéma de pensée qui est à revoir. Globalement, dans les ESN, on est quand même pas trop mal lotis, on va pas se cacher. Moi, j'ai beaucoup de contacts et d'amis qui sont dans d'autres secteurs d'activité. Clairement, ils ne sont pas du tout à se poser cette question-là. Donc on a encore beaucoup à faire de manière générale en France sur le management. Mais ce qui est intéressant et ce qui est hyper encourageant, c'est qu'il y a plein de boîtes, effectivement, comme tu l'as dit, qui ont ces notions de management. On connaît aussi certainement... j'ai des contacts, mais je ne vais pas citer les boîtes parce que je vais parler à leur place, mais on a des boîtes qu'on connaît qui ont un management qui n'est pas le même que nous, forcément, chacun ses spécificités, mais qui est très bienveillant et dans l'écoute aussi, quoi. Donc ça se développe, mais c'est pas encore assez, il faut y aller plus vite. Il y a une question là, je crois. Oui, je vous passe le micro juste après. Question technique toute bête, comment vous faites pour éviter que la masse salariale, celui qui est arrivé en décembre, il se retrouve, il n'y a plus de budget? C'est une très bonne question. Ça fait partie effectivement des pain points qu'on a aujourd'hui, parce que globalement on a ce pourcentage d'augmentation tous les ans qu'on doit respecter. En fait, on a du bol, ça se passe plutôt bien. Mais voilà, on a aussi une direction qui n'est pas au pourcentage près aussi. Alors, on vérifie quand même où on en est de manière générale, mais effectivement, si on ne devait pas dépasser un certain pourcentage, ça serait peut-être un peu plus compliqué. On se pose la question de passer à un modèle un peu différent avec des entretiens annuels qui sont en même temps pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est pas parce que tu as ton OA en décembre aujourd'hui que tu as moins d'augmentation que les copains qui sont passés 6 mois avant. Ça marche pas comme ça. Heureusement, et c'est pour ça on fait très attention à ça parce qu'on sait qu'on peut avoir cette problématique-là. Tant pis, en fait, on a dépassé, on va peut-être se faire taper sur les doigts, mais il est hors de question que l'un n'ait pas une augmentation équivalente à quelqu'un qui a le même niveau d'impact sur l'année. Ça, c'est sûr. C'est des guidelines en fait. Merci. J'ai plein d'autres questions, mais je vais les garder pour plus tard. Du coup, je suis pas le seul, mais on est quelques-uns de chez Whiskel. On a un modèle de management un peu similaire. Cool. Top. Et Ça peut répondre aussi à la question juste avant. C'est issu de l'ADN de Xebia aussi, donc voilà. Ouais. Top. Bonjour. Est-ce que c'est dû à l'obligation maintenant de l'employeur d'avoir une... en fait, il est devenu le garant du physique et du mental des employés? Oui, enfin, ça fait partie dans les modules de formation, effectivement, on parle de la posture du manager, on parle aussi de la communication non violente, etc. Mais on parle également de ça, c'est ce que je dis aux managers que je forme. L'employeur a l'obligation légale d'assurer la sécurité psychologique, et dans l'informatique, la sécurité physique, on l'a, quoi. Il y a peu de chances qu'il y ait un ordinateur qui te tombe sur le pied. Ça peut arriver, mais... donc c'est pour ça qu'on a cette sensibilisation au burn-out, et c'est des points sur lesquels on fait très attention. Et en tant que manager, on est entre guillemets les garants de la santé mentale des personnes qu'on manage. C'est pas ça qui a initié le mouvement, mais effectivement, c'est pris en compte dans le mouvement. Ouais. Merci. Je sais pas s'il reste du temps, c'est marqué 0 sur l'écran devant moi, mais... Non, bon. Stop. Merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions.